Dans l'espace, l'obscurité entre des points de lumière aveuglantes cache des trous noirs béants, affamés et effrayants. Leur obscurité complique la tâche d'obtenir des informations détaillées sur ces monstres de l'espace qui incombent aux astronomes. Lorsqu'une étoile puissante et massive atteint la fin de sa vie, elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. L'un des scénarios les plus probables est que l'étoile arrivera à court de son combustible nucléaire. Puis, dans un éclair de lumière, elle s'effondrera sous sa propre gravité. Si l'étoile était assez grande, elle se transformera alors en un trou noir. Il existe un type hypothétique de trou noir appelé primordial. Les scientifiques n'ont jamais eu la preuve réelle de leur existence. Ces trous sont incroyablement vieux et relativement petits, selon les normes d'un trou noir bien sûr. Les astronomes pensent qu'ils auraient pu apparaître quelques millisecondes après le Big Bang. À cette époque, les étoiles et les galaxies n'étaient pas encore nées. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ont probablement été les témoins de toute l'histoire de l'univers. À ce jour, les plus petits trous noirs primordiaux se sont très probablement évaporés. Mais les plus gros peuvent encore être disséminés dans l'espace. Mais comment sont apparus les trous noirs primordiaux? Au tout début, l'espace était différent. Dans certaines zones, il faisait plus chaud et dans d'autres, plus frais, tandis que certaines zones étaient extrêmement denses. Les scientifiques pensent que ces zones denses auraient pu s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus étrange, c'est que ces trous sont peut-être si petits justement parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. Plus un trou noir mettrait de temps à apparaître, plus il serait grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, plus petits, et les plus jeunes, plus grands, est considérable. Compare une masse 1000 fois plus grande que celle de notre Soleil à celle d'un dragibus, et tu auras une idée. Il existe une théorie selon laquelle les trous noirs primordiaux auraient pu être constitués de matière noire. On pense que cette matière représente environ 80% de la masse de l'univers observable. Les astronomes ne peuvent pas voir directement cette substance bizarre car elle n'émet pas de lumière ni aucune sorte d'énergie. L'idée est restée marginale pendant des décennies, mais récemment, les scientifiques ont réalisé qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient. Et cela signifie que la théorie pourrait bien être vérifiée. Et la vaste population de trous noirs du Big Bang, qui nous est encore cachée, pourrait non seulement être constituée, mais être de la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont pas encore observé une seule particule de matière noire, même après des décennies de recherche. Certains scientifiques affirment que la matière noire ne peut pas être composée de tonnes de trous noirs primordiaux de différentes tailles. Ils se heurteraient bien trop souvent pour que cela puisse fonctionner. D'autres objectent que les trous noirs peuvent exister par paires, puis un troisième peut toujours s'approcher de la paire et remplacer l'un des trous initiaux. Après tout, notre univers grouille de trous noirs. Ce processus se répéterait encore et encore, ce qui signifie qu'il n'y aurait presque pas de fusion ou de collision. Les trous noirs primordiaux pourraient se regrouper en amas d'une taille équivalente à la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche. Chacun de ces amas pourrait abriter des milliers de trous noirs, tous entassés les uns contre les autres. Un gigatrou noir, d'une masse équivalente à 30 fois celle du Soleil, pourrait se trouver au centre. Et d'autres, plus petits et plus banals, pourraient occuper le reste de l'espace. De tels amas pourraient se trouver partout où les astronomes pensent que se trouve la matière noire. Mais jusqu'à présent, il ne s'agit encore que d'une théorie, aussi enthousiasmante soit-elle, et certains scientifiques ne la soutiennent pas encore par manque de données. Les trous noirs se comportent parfois comme des volcans galactiques massifs. De temps en temps, ils entrent en éruption. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie, et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Récemment, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. La radio et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui est entré en éruption il y a de nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère alors formé, qui était en fait un trou percé dans le gaz chaud de l'amas, pouvait contenir 15 fois la Voie lactée. Récemment, des astronomes ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voisinage pourrait bien avoir disparu. L'étoile planait dans l'espace à 75 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui est trop loin pour que les scientifiques puissent distinguer clairement les différentes étoiles, à moins qu'elles ne soient vraiment massives comme celle dont nous parlons. Elle était gigantesque et brillait 2,5 millions de fois plus que notre Soleil.
Les astronomes ont vu pour la dernière fois la lumière de l'étoile en 2011. Mais quand ils ont décidé de l'examiner de plus près, plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas trouvé. Les étoiles aussi énormes s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante. Mais là, rien du tout, ce qui a laissé les scientifiques tout à fait perplexes. Une théorie affirme qu'elle s'est effondrée en un trou noir, et c'est arrivé sans déclencher une supernova au préalable. Cela se produit parmi les étoiles qui approchent de la fin de leur vie, mais c'est très rare. K2 141b est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent en nuages, se condensent et retombent sur la surface sous forme de pluie. Mais au lieu de l'eau, tout cela se passe avec de la roche. La surface de l'exoplanète est recouverte de mers de lave de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Les températures sur K2 141b atteignent 2800 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, les vents supersoniques, qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1,6 km par seconde, transportent cette vapeur de roche vers le côté obscur de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme de pluie rocheuse. Il va te falloir un bon parapluie. Une étoile appartenant à la galaxie GSN 069 pourrait se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans les prochains billions d'années. Tout cela grâce aux rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. Tout d'abord, les astronomes ont remarqué des éclats de rayons X bizarres. Ils étaient très brillants et se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir examiné ce phénomène, les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se trouvait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les éclairs qu'ils ont vus étaient la matière qui se détachait de la surface de l'étoile. Ce phénomène se produisait chaque fois que l'étoile passait devant son hôte. Au cours de millions d'années, le trou noir a déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus ne va pas s'arrêter de sitôt. Les astronomes ont récemment découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent à proximité de microbes. C'est pourquoi une nouvelle théorie affirme qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais si c'est le cas, elle ne peut apparaître que dans les nuages, car aucun organisme vivant ne pourrait survivre à l'environnement extrême de cette planète. Sa surface est en effet incroyablement sèche, dépourvue d'eau liquide et avec une pression 90 fois supérieure à celle de la surface terrestre. Les températures y atteignent presque 480 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre certains métaux. Du méthane, un gaz généralement produit par les êtres vivants, a été découvert sur Mars en 2013. Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne l'a détecté dans le cratère Gale près de l'équateur martien. Cette découverte pourrait un jour apporter des réponses quant à la présence de vie sur Mars. L'astéroïde 2019 OK a effrayé les scientifiques en passant près de notre planète en juillet 2019. Ce rocher assez massif, jusqu'à 122 mètres de diamètre, est apparu de nulle part. Il a voyagé très près de la Terre, à seulement 72 000 km. C'est moins d'un cinquième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. La couche extérieure du Soleil est bien plus chaude que sa surface. Les températures varient entre 5500 degrés Celsius près de la surface et 555 000 degrés Celsius au niveau de la couronne, c'est-à-dire la couche la plus externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions. Ce sont de puissants éclats de chaleur réguliers provenant de l'étoile. Une autre théorie désigne plutôt la couche qui se trouve juste sous la surface du Soleil. Elle semble générer un faible champ magnétique. C'est pourquoi, lorsque l'énergie de cette couche quitte le Soleil, elle chauffe la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. La Lune est peut-être encore en train de rétrécir. Le diamètre de notre satellite naturel a perdu 45 mètres depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si ses entrailles continuent de se refroidir, cela pourrait expliquer les séismes qui secouent la surface de la Lune. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le premier tremblement de Mars de l'histoire. Ces séismes se sont répétés à raison de 2 par jour environ. La plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les ressentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes y ont été détectés. Ce sont les premiers séismes enregistrés sur un corps céleste autre que la Terre ou la Lune.
Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission était les étranges impulsions magnétiques. Elles se produisaient chaque nuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce qu'étaient ces impulsions. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. D'ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère, appelée exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon, mais elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Au cœur de l'univers se trouve une force mystérieuse et puissante, cachée, dont les secrets n'attendent que d'être percés. C'est une force qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. Et elle porte le nom d'antimatière. Découvrons ce qu'est cette chose. Et comment nous pourrions l'utiliser pour révolutionner notre vie. L'antimatière, c'est le fantasme de la science-fiction qui prend vie. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans Star Trek et Star Wars. Mais il s'agit en fait d'une chose bien réelle que les scientifiques étudient depuis plus d'un siècle. Mais de quoi s'agit-il exactement et en quoi diffère-t-elle de la matière ordinaire? Commençons par les bases. Tu sais probablement que les atomes sont constitués de minuscules particules appelées protons, neutrons et électrons. Ces particules sont toutes constituées de matière, c'est-à-dire ce dont nous sommes chacun faits et qui compose le monde qui nous entoure. Et l'antimatière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus. Au lieu de protons, les atomes d'antimatière ont ce qu'on appelle des antiprotons. À la place des neutrons, des antineutrons. Et en lieu d'électrons, ils ont des positrons. En fait, l'antimatière est constituée de particules dont la charge, le spin et les autres propriétés sont opposées à celles de la matière ordinaire. Tandis qu'un proton a une charge positive, un antiproton a une charge négative. Et tandis qu'un électron a une charge négative, un antiélectron, également connu sous le nom de positron, a une charge positive. Tu comprends? L'antimatière est en quelque sorte le jumeau contraire de la matière. C'est l'image inversée de tout ce qui nous est familier. Tout comme Batman a le Joker, la matière a l'antimatière. Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être dans un monde où tout est opposé, voici ta réponse. Et voilà le meilleur. Lorsque les particules d'antimatière et de matière se rencontrent, elles s'annihilent littéralement, libérant en même temps une immense quantité d'énergie. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une source d'énergie quasi illimitée. Peut-être te demandes-tu où se trouve toute cette antimatière ? Pourquoi ces antiparticules ne volent-elles pas dans tous les sens en produisant un spectacle pyrotechnique à chaque contact avec des particules ordinaires? À vrai dire, les scientifiques pensent que lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en quantités égales. Mais pour une raison quelconque, c'est la matière qui semble avoir prédominé. Ainsi, lorsqu'elles ont commencé à se détruire mutuellement, c'est finalement la matière ordinaire qui l'aurait emporté d'un cheveu. Pourquoi cela se serait-il produit? Nous n'en savons toujours rien. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Tout ce que nous savons, c'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous avons obtenu l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tu te demandes sûrement à quoi ressemblerait notre univers si la matière ordinaire avait disparu. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. L'antimatière est considérée comme l'un des objets d'étude les plus fascinants du monde scientifique. Elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et, bien sûr, présenter une nouvelle source d'énergie. Imagine un carburant capable d'alimenter un vaisseau spatial jusqu'aux confins de la galaxie, ou une centrale électrique qui pourrait subvenir aux besoins de villes entières. Voici ce que nous pourrions obtenir si nous résolvions cette énigme. Mais comment l'antimatière a-t-elle été découverte? Surtout si l'on considère qu'il n'en restait rien après le commencement de l'univers. Eh bien, les scientifiques sont parvenus à la découvrir d'une façon très astucieuse. Tout d'abord, il faut remonter le temps, jusqu'au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un physicien du nom de Paul Dirac a prédit l'existence de l'antimatière. Il avait conçu une théorie selon laquelle pour chaque particule de matière dans l'univers, il devait nécessairement se trouver une antiparticule correspondante. Cette idée a fait grand bruit à l'époque. Mais sa théorie a par la suite été confirmée au moyen d'expérimentation. Dans les années 1930, un autre physicien, Carl Anderson, a découvert le positron, le contraire de l'électron.
C'était la première particule d'antimatière connue. Et cette découverte a constitué une énorme avancée pour la science. Les scientifiques ont rapidement découvert d'autres antiparticules, ce qui a donné naissance à un tout nouveau domaine d'étude, la physique de l'antimatière, que nous explorons encore aujourd'hui. Mais comment avons-nous découvert ces particules ? Ne vient-on pas de dire qu'il n'y avait plus eu d'antimatière après le Big Bang ? Eh bien, pas exactement. Il y a bien de l'antimatière dans l'espace, mais elle est très rare et la dénicher constitue une véritable chasse au trésor. Les scientifiques traquent les particules d'antimatière dans l'espace en recherchant des rayons cosmiques qui en sont composés. Il nous est également possible de créer de l'antimatière en laboratoire. À l'heure actuelle, les scientifiques utilisent pour cela des machines ultra sophistiquées connues sous le nom d'accélérateurs de particules. Le plus célèbre d'entre eux est le Grand Collisionneur de Hadron du CERN, qui est le plus grand au monde. Ces machines projettent de minuscules particules à très grande vitesse. C'est un peu comme un jeu de billard cosmique. Lorsque ces particules s'entrechoquent, elles génèrent des particules d'antimatière. Ensuite, on utilise des conteneurs spéciaux, appelés pièges de Penning, pour stocker celles-ci. C'est comme si tu gardais une petite supernova dans un bocal. À présent, grâce à l'antimatière, nous pouvons changer notre monde du tout au tout. Les chercheurs estiment que même une quantité infime d'antimatière, pas plus que quelques milligrammes, pourrait te donner la même énergie que la combustion de millions de litres d'essence. Ainsi, même avec une toute petite quantité, tu pourras alimenter une ville entière, pendant 1 an. C'est comme si tu tenais la puissance d'une petite étoile dans ta main. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche des moyens d'exploiter cette superpuissance pour améliorer nos vies. Ils espèrent l'utiliser pour produire de l'électricité, comme nous le faisons avec le charbon et le gaz naturel. À l'avenir, elle pourrait même être utilisée comme une source d'énergie aussi propre qu'inépuisable. On espère également l'utiliser pour alimenter des vaisseaux spatiaux afin de pouvoir voyager vers d'autres planètes, voire même d'autres étoiles. Imagine une fusée qui pourrait nous emmener aux confins de la galaxie, alimentée par la seule énergie de l'antimatière. Même une petite quantité de celle-ci serait capable de propulser un vaisseau spatial pendant très longtemps. Et ce n'est pas tout. L'antimatière peut également être employée en médecine. Les scientifiques tentent de s'en servir pour lutter contre le cancer et prendre des clichés de l'intérieur de nos corps. C'est comme un formidable outil capable d'aider les médecins de bien des façons. En bref, l'antimatière est aussi puissante que surprenante, et il ne nous reste plus qu'à trouver comment nous en servir. Et c'est là qu'est le hic. Même si l'antimatière est très puissante, elle est aussi très difficile à fabriquer, autant qu'à conserver. Il faut beaucoup d'énergie pour produire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'antimatière. Elle nécessite des apports d'énergie considérables, ce qui la rend très chère à produire en grande quantité. Il existe aussi d'autres problèmes. Par exemple, une fois que nous avons obtenu notre petite quantité d'antimatière, comment la conserver ? Nous ne pouvons pas la mettre dans un simple bocal. Les antiparticules sont extrêmement instables et elles sont également attirées par la matière ordinaire, comme un aimant est attiré par un frigo. Les scientifiques ont donc trouvé des moyens astucieux de les stocker, comme les piéger dans le vide, ou les garder dans des champs magnétiques incroyablement puissants. Et même dans ces cas-là, il s'agit toujours d'un processus délicat et coûteux. Ces raisons, et bien d'autres encore, expliquent pourquoi l'antimatière n'est pas encore viable pour une production à grande échelle. Si tu essaies de remplir le réservoir de ta voiture avec de l'antimatière, cela coûterait plus cher que le PIB d'un petit pays. Mais même si la création d'antimatière présente un énorme défi scientifique, les bénéfices potentiels sont énormes. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent actuellement de trouver des moyens de produire et de stocker l'antimatière de manière plus efficace et plus rentable. Et s'ils y parviennent, elle pourrait devenir la nouvelle source d'énergie ultime. La recherche sur l'antimatière est un domaine fascinant et qui évolue rapidement. Alors, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons éclairer nos maisons et faire avancer nos voitures avec de l'antimatière. Ce serait plutôt génial.